Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il n'y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Donc, aujourd'hui, on va continuer nos petits focus. On va s'arrêter sur qui? On va s'arrêter sur le Toulouse FC, les copains. Parce que après avoir fait le Mans, 3, Nice, Auxerre, le Paris FC, le Havre, le SCO d'Angers, le Stade de Brest et le FC Lorient, bon, bah voilà. On est bien. On commence avec nos amis, avec nos copains toulousains. Attendez, petit souci avec la cam. Si on commence avec un petit souci avec la cam, dès le départ, ça va être compliqué, les copains. Voilà, c'est bien mieux. Donc, on va se poser la question ensemble, là, pour ce petit focus sur Toulouse. Est-ce que le Toulouse FC, ça peut faire mieux que le top 10? On rappelle, le TFC, enfin, j'ai tendance encore à dire le TFC, hein, désolé, je suis un ancien, mais le Toulouse Football Club, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, bah, ils sont en progression constante depuis qu'ils sont revenus en Ligue 1. Donc, 13e, 11e, 10e, 9e la saison dernière. Est-ce que ça peut encore faire mieux la saison qui arrive, avec changement d'entraîneur et comme d'habitude, on a compris la sauce toulousaine maintenant. Bon, bah, il y a du turnover, il y a du changement et il y a du trading. Bon, maintenant qu'on a posé ça, on va voir ensemble si ça peut faire mieux que le top 10. Donc, n'hésitez pas, les copains, on y va. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Toujours plus sympa de faire le débat ensemble plutôt que je le fasse tout seul. Maintenant, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je le ferai tout seul et avec plaisir, vous inquiétez pas. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez la chaîne, allez-y. On commente, on like, on partage pareil de la même manière, mais vous pouvez aussi mettre des petits pouces, vous abonner, c'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne encore envie de continuer tous ces petits focus et tous ces petits débats. Donc les copains, on compte sur vous. Bon, maintenant que j'ai posé ça, on peut s'arrêter maintenant sur le TFC, le Toulouse Football Club. Voilà, Toulouse. Ça fait quoi cette année en Ligue 1, en Ligue 1 2026-2027? Est-ce que ça fait le top 10? Moi, je vous dis, et très franc, comme d'habitude, sur ce type de débat, Toulouse, depuis la remontée, je me suis méfié à plusieurs reprises. Je me suis dit à plusieurs intersaisons, là, ça va coincer. Là, il y a trop de changements. Là, il y a trop d'inconnus. Et à chaque fois, je l'ai dit, 13e, 11e, 10e, 9e, depuis leur remontée, je suis bien obligé de constater à chaque fois que je les vois beaucoup plus bas, voire la première année, je les voyais pas du tout là. Et la réalité, c'est que Toulouse, depuis sa remontée, ça ne fait que progresser. Alors oui, c'est des petits pas, parce que 13e, 11e, 10e, 9e, on n'est pas non plus sur une équipe qui, comment dire,
à tutoyer les places européennes. Mais cette victoire en Coupe de France, et cette victoire en Coupe de France a amené la Coupe d'Europe à Toulouse. Donc, depuis plusieurs saisons, si je commence par ça, c'est pour vous faire comprendre que je me suis gouré à plusieurs intersaisons pour le TFC en leur prédisant le plus dark. Et au final, ils m'ont fait mentir, m'ont fait bouffer mon chapeau parce que ils ont été en capacité à chaque fois d'être plutôt cohérents, de développer des joueurs et d'avoir un style de jeu qui était franchement pas dégueulasse. En plus de ça, je l'ai dit, ça a remporté un titre, une Coupe de France. Ça a fait un joli parcours en Coupe d'Europe. Bon, la sauce toulousaine, j'ai envie de dire, peut-être leur laisser, faut peut-être leur faire confiance en fait, tout simplement. Donc moi, avant de commencer à rentrer dans les détails, moi j'ai envie de dire que Toulouse dans le top 10, pour moi, même s'il y a des changements et on va revenir dessus, des départs et tout, et honnêtement, c'est pas déconnant en fait, puisque depuis 4 ans, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire et à chaque année, c'est positif avec, je vous le dis, la progression finale au niveau du classement, mais même au niveau de la progression des joueurs, de l'impression laissée. Franchement, c'est positif. Alors bien sûr, il y a encore tout un tas de points à améliorer et même sous Montagnier ou sous Martinez-Novel, il y avait tout un tas de choses à améliorer. Il y a encore tout un tas de choses à améliorer, bien sûr. Mais on parle de Toulouse. Donc, moi, déjà, spontanément, je vous dis, le top 10, moi, je serais plutôt à dire oui. Maintenant, regardons d'un peu plus près les stats. Alors, on a Chopstony Citron qui nous dit, pour moi, Toulouse, dans le ventre mou de la Ligue 1, je recommence. Pour moi, c'est Toulouse qui, dans le ventre mou de la Ligue 1, a perdu le plus et je serais toulousain, je me méfierais de la 16e, 17e place. Ah ouais, t'es très inquiet. Très inquiet pour les Toulousains. L'entraîneur est vraiment axé Europe du Nord, Danemark, Écosse. C'est un vrai changement. Toulouse n'a jamais eu de sous-performance, au contraire, depuis leur remontée. Certes, il y a de la constance dans les résultats à Toulouse, mais Toulouse a mieux travaillé ces 4 dernières années que ces 20 dernières années. Très clairement. Avant qu'on rentre dans les détails pour te répondre, mon copain, évidemment que Toulouse, ces dernières années, a énormément bien travaillé. Il n'y a qu'à regarder les classements, comme je viens de le dire. Le palmarès, ça a gagné une Coupe de France pour Toulouse. C'est énorme. Et derrière, on a eu la sensation que l'équipe s'est améliorée, en fait. L'équipe a progressé. Donc oui, quand tu regardes les 20 dernières années, les 20 années précédentes, sous la présidence Stadran, tu as eu une belle saison, la fameuse saison où Toulouse termine sur le podium. Mais derrière, ça fait rien du tout en Coupe d'Europe. Ça se fait tataner par Liverpool. Et derrière, en Europa League déjà à l'époque, ça fait rien du tout. Donc bien évidemment, là il y a eu des émotions, il y a quelque chose. Et quand on parle là de ce début de saison, moi je te trouve très très dur avec la 16-17e place pour Toulouse. Vraiment, moi je les vois beaucoup plus haut. En tout cas, sans spoiler véritablement la place auquel je les mets, moi je les vois beaucoup plus haut que la 16e, 17e place. Je te le dis, ils sont pas dans la course au maintien. Eux, ils sont au-dessus. Maintenant, évidemment, je vais pouvoir te dire que il y a Aradji qui est arrivé, il y a Sissoko qui est arrivé, il y a Diallo qui est arrivé, il y a Nifleur qui est revenu de près, il y a Opong qui est arrivé, il y a Saka qui est revenu de près, il y a Schmidt qui est revenu de près et il y a Tapé qui est revenu de près. Évidemment, si je te dis juste ça, tu vas me faire ouais bah non. Ah non, à Toulouse, là, c'est mignon, ça va pas tenir. OK, très bien. Parce que les joueurs, et on est au 18 août, donc on sait très bien que d'ici la fin du mercato, Toulouse fera signer des joueurs. Et la preuve, quelques minutes avant de lancer ce live, les copains, j'ai vu l'officialisation de Odogu, joueur de l'AC Milan, qui avait été recruté la saison dernière pour 7 millions d'euros à Wolfsburg, qui a pas joué. Qui a fait 2 bouts de match, qui a fait même pas 10 minutes de jeu, mais international espoir allemand, si je me trompe pas, joueur très intéressant, défenseur central. Ça vient d'arriver en prêt pour une saison du côté de Toulouse. Donc, ça montre bien que Toulouse va être actif sur le mercato jusqu'à la fin. C'est ce qu'ils nous ont fait depuis les dernières saisons. Alors, je vous dis pas qu'il y a des énormes joueurs qui arrivent,
mais il y a toujours du mouvement jusqu'à la fin. Donc, je vois pas pourquoi cette année, ça serait pas le cas. Maintenant, oui, au 18 août, les arrivées constatées, on peut pas se dire que Toulouse s'est renforcé comme d'habitude. Mais, dans la fameuse colonne départ, on peut compter Emerson. Emerson qui est parti, vraie perte, il était intéressant. Bon, ça prend 32 millions avec ce transfert-là du côté d'Ipswich. Hein. Donc, avec les 32 millions, bien sûr, je vous dis pas, on connaît Toulouse, ça va pas réinvestir que sur le mercato. Par contre, ça a permis un truc à Toulouse, c'est de refaire complètement son centre de formation. Ça a coûté 18 millions d'euros. Et Toulouse, vu qu'ils travaillent bien sur les datas, on va être très très clair, hein, on s'est foutu de leur gueule pendant des mois. Je me rappelle de Gilbert Bribois pendant des mois sur l'after, je dis ah ouais, ça recrute avec la data, ah bah ouais, bah moi aussi je pourrais le faire. Ouais, bah preuve en est, c'est que les Toulousains depuis qu'ils sont remontés, la data ça fonctionne. Et bien sûr, on peut se dire ah oui, ne faire ton recrutement que sur de la data, bien sûr évidemment, c'est peut-être un peu trop réducteur. Maintenant, ils sont pas non plus stupides que les autres et ils voient aussi le profil du joueur, l'approche mentale et tout ce qui va. Donc, ce scepticisme qu'il y a pu avoir sur la data, Toulouse, année après année, te le fait tomber. Et donc là, par exemple, quand tu vois l'arrivée, par exemple, de Opong, moi, je le connais pas, Opong. C'est un jeune ailier, avant-centre, mais plus ailier, droitier qui joue à gauche, 1m80, 18 ans, et on parle d'un joueur, oui, voilà, très prometteur, international U21 suédois. Ça va parier dessus. Maintenant, quand je vais te dire que Opong est arrivé cet été, évidemment, tu vas faire comme nous tous, à te dire, bon, bah, ok, je vais aller regarder un peu, voir ce que ça donne, et puis on va constater sur place. Mais la réalité, c'est que Toulouse, depuis plusieurs saisons, à chaque fois, on est sceptique, on se dit, oh ouais, je connais pas lui, je sais pas ce que ça va donner, et résultat, ça a fonctionné. Maintenant, il y a un truc important cet été, c'est que, bien sûr, il y a le départ de Emerson, départ de Sissoko, fin de contrat d'un Djibril Sidibé, Franck Magri, qui est en fin de contrat aussi, qui part. C'est des joueurs importants, hein, ça, c'est des joueurs qui ont véritablement joué. Il y a Cresswell qui est parti à Rennes. On a Hogg qui est parti aussi, Dominguez qui était en fin de contrat, bon c'est pas si grave, Kamandi aussi qui était en fin de contrat. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, mais il y a surtout quoi? Il y a surtout un nouveau coach qui est arrivé. Parce que Martinez Novel, dont on pouvait peut-être au début être sceptique et tout ça, Martinez Novel est parti. Et là, on a Jens Bertel Askou. Faites-vous à ce nom, hein. C'est pas le plus simple, mais Jens Bertel Askou qui arrive, coach de 43 ans danois, qui arrive en provenance de Motherwell, qui est passé par Göteborg, Horsens et Torshavn, donc les îles Féroé. Horsens, je crois que ça doit être aussi en Suède, ou peut-être au Danemark, je sais pas, un des deux. Göteborg, ça c'est en Suède, et Motherwell en Écosse. Alors, je me suis renseigné un peu. Je vais pas vous dire que j'ai été mettre mes scouts. J'ai pas de scouts. On n'a pas de scouts au FC Copain. Hein. Je me suis juste un peu renseigné. J'ai été fouiné un petit peu pour voir un peu ce que c'était ce coach. On parle d'un gars qui prône une philosophie très offensive. Donc, je vous dis pas que Martinez Novel, c'était un bétonneur, mais c'était pas un gars qui, dans son ADN et dans sa manière d'articuler ses équipes, était ultra porté sur l'offensive. Là, de ce que j'ai pu lire, et de ce que j'ai pu voir un peu dans les résultats et dans le style de jeu, c'est que notre ami Askou, il aime bien l'offensive et il aime bien prendre des risques. Je vous remontre, hein, c'est le coach qui était à Motherwell. Motherwell, hein, bon, à part se dire que c'est bonne maman, on va pas avoir beaucoup de références sur Motherwell. Et mine de rien, l'année dernière, Motherwell fait partie des équipes. Évidemment, il y avait les Hearts aussi qui avaient été très très bons, mais Motherwell faisait partie des équipes avec le meilleur fond de jeu et des résultats contre les Rangers et contre le Celtic, par exemple. On parle d'un gars, voilà, l'expérience a été positive, 47 matchs, 23 victoires, 13 nuls,
Oui, 13 nuls et 11 défaites. Donc on parle, voilà, hein, je répète, hein, c'est Motherwell. On parle pas sur une place forte du championnat écossais. Donc le bilan est positif avec Motherwell. C'est un entraîneur plutôt jeune, plutôt audacieux et qui demande beaucoup à ses équipes. Alors, est-ce que ça va coller? Est-ce que le match-up va se faire? Ça, j'avoue, je suis pas devin, je peux pas vous dire. Par contre, sur le choix, j'ai envie, pareil, comme d'habitude, de me dire, bah, vas-y, on va tenter, on va laisser sa chance au produit aux copains toulousains. Parce que depuis le départ, en fait, tout un tas de gars qu'on ne connaît pas du grand public ou du public de Ligue 1, on se rend compte que ce recrutement et ces entraîneurs ou ces joueurs ciblés, ça fonctionne. Et là, les références du garçon, si on ajoute en plus que le gars est arrivé pas avec son staff, donc il a pris les gars qui étaient dans les gars du staff en poste à ce moment-là. Bon, donc ça veut dire un gars qui est pas dogmatique au point de venir avec bon bah voilà, je viens avec ma méthode, je viens avec ma petite valise et à partir de maintenant ça va se passer comme ça. Donc ouvert plutôt, les résultats sont plutôt bons, le stade on va être clair, hein, le stadium moi j'ai connu ça pendant des années, c'était un c'était froid quoi, c'était froid et personne dans ce stade. La fin de la présidence Sadran, les gars, c'est une horreur. Le stade, il fait de la peine, quoi. Vraiment, il fait de la peine. Là, on parle d'un stade qui a quasiment 25 000 de moyenne. Donc, on va dire, bien sûr, c'est le Stade Toulousain, le club de rugby qui est bien plus important dans la ville. Ça n'a pas de problème. On a tous été à Toulouse, on a tous remarqué que le Toulouse FC, ça passe bien après. Pas de problème. N'empêche que 25 000 de moyenne, ça draine du monde. Ça draine du monde, donc il y a de l'attente. Les résultats, je l'ai dit, 13, 11, 10, 9 sur les 4 dernières saisons. Moi, j'ai bien envie, encore une fois, de faire confiance avec ce nouveau choix, même si, évidemment, on va voir, mais c'est risqué. Parce que c'est un gars qui connaît pas le championnat de France, qui connaît pas la Ligue 1 plus précisément, et qui vient avec ses bonnes intentions et son expérience. Donc, est-ce que ça peut coller? J'en sais rien. Mais ça reste un gars qui, pour l'instant, sur la progression, est en progression constante. C'est une réalité. C'est une réalité. Schwab Citron qui nous dit, bah, le truc, c'est que d'après ce que dit Toulouse, ça va encore vendre. Après, souvent sur le papier, c'est pas sexy, Toulouse, puis finalement, ça va. C'est pas toujours grandiose, mais ça reste largement positif, le grand recrutement de Toulouse sous data. Bah oui. Pour moi, c'est largement positif. Alors maintenant, t'en as parlé un petit peu, Schweppes. Évidemment, il y a un point qui va peut-être changer des choses, c'est le mercato actuel. Le mercato actuel, on sait très bien, Metali, bon, il va être très très difficile, voire impossible de le garder vu la valeur marchande, les intérêts à droite et à gauche. Bon, alors je tiens à préciser, c'est juste une sensibilité. Hein. Peut-être que je me trompe complètement. Je me trompe peut-être complètement. Mais le fait que Odogu soit passé du Milan à Toulouse en prêt, m'étonnerait pas que peut-être Métani fasse le trajet inverse. Mais bon, peut-être que je peux me tromper pour Métali. Hein. Mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. On verra ce que ça donne. Pour le reste, bon, je l'ai dit aussi, parce qu'on a parlé un petit peu du stadium en bien. 14 € le prix des places les plus bas. Donc on est encore une fois sur un truc populaire. J'aime bien ce truc. Bon, le 115 €, c'est limite pour le match contre le PSG ou le match VIP. Bon, 115, c'est un petit peu plaisir quand même du côté du président, mais bon, le 14 €, on va plutôt valider. Et chose un peu pas originale, mais c'est les seuls. Toulouse, on n'a pas le budget. On n'a pas le budget, pas communiqué. Alors après, moi, je fais pas partie de la DNCG, j'ai pas été fouiné dans les archives de la DNCG pour pouvoir vous dire réellement si Toulouse
à déposer des infos sur le budget et tout ça. En tout cas, sur les infos qu'on a là, en débutant cette saison, budget non communiqué. Donc, on ne sait pas trop, mais on a quand même une vague idée on va dire, des possibilités financières qui sont certes limitées, mais on n'est pas sur un club comme le Mans, comme le Havre, comme le SCO d'Angers, avec des budgets vraiment très réduits et très serrés. On n'est pas là-dessus. Parlons un petit peu de l'effectif, parce que au 18 août, bien sûr, ça peut encore évoluer. Et ça va être un peu le sens de ce débat, mais parlons un petit peu de l'effectif. Donc, des gardiens. Alors, ça, c'est pareil. Est-ce qu'on reste sur, sans faire de mauvais jeu de mots, est-ce qu'on continue avec Guillaume Rest pour démarrer la saison? On sait qu'il est sollicité par pas mal de clubs, qui pourrait être amené à bouger. Il a une valeur marchande intéressante. On parle de 18 millions d'euros pour Transfermarkt. Donc, on parle quand même d'un joueur intéressant, qui peut bouger d'ici là. Alors, il y a Mathis Niflor, qui avait été prêté la saison dernière. Est-ce que ça peut être lui qui pourrait prendre la suite de Rest? Ça, je sais pas, hein. Ça, je vais pas vous dire que ça me paraît impossible, mais je pense que le gap est important. Maintenant, Niflor a joué toute la saison dernière avec Laval, a réussi à se maintenir. Donc, il a 19 ans, ça peut peut-être être le moment de le lancer, hein. Mais c'est évident, si tu commences la saison avec Rest, tu as quand même plus de chances et plus de garanties. Mais, on l'a dit, ça peut ramener des sous dans les caisses. Donc, à voir. Mais sur le papier, entre l'espoir Niflor et Rest, si tu gardes ces deux gardiens, bon, bah, ouais, c'est quand même plutôt positif, hein, comparé à certains clubs qui ont des incertitudes à ce poste-là. C'est pas mal. En défense, alors, Mackenzie, je pense que ça fait partie, je l'ai dit, des défenseurs avec une valeur marchande importante et fin de contrat juin 2027. Donc, ça peut partir. Nicolas Hyssen, le capitaine. Alors, lui, on a l'impression qu'il a tout connu à Toulouse, mais donc lui, je pense pas que ça va partir. Et puis, il a prolongé il y a pas très longtemps. Kumbasa, intéressant aussi. Jeune défenseur central de 19 ans. Metali, je l'ai dit. Alors, lui, il est officiellement sous contrat jusqu'en 2030, mais il y a une vraie belle valeur marchande qui peut monter. Donc, je pense que ça risque de partir pour cette fenêtre de mercato. Mais si ça reste, pareil, c'est un très bon espoir. Christ Tapé, qui arrive, lui, de Horsens. Alors, comme par hasard, le club, l'ancien club de Ascou. Est-ce qu'il le connaît? J'en sais rien, mais en tout cas, il vient du même ancien club que Ascou avant Motherwell. On a Ilyes Haraj, qui lui aussi revient de près de Laval. Rafik Messali et Ismaël Diallo, qui sont là aussi, deux arrières droits. Donc, il y a de la qualité, mais c'est pareil. Il n'y a pas que des top players. Au 18 août, tu arrives largement à faire une équipe, enfin une défense avec Mackenzie, Nicolas Hyssen, Kumbasa et Metali. Ça, je pense que tu peux arriver à la faire. Maintenant, est-ce que l'intégralité sera encore là? Ça, là, j'avoue, vraie question. Et c'est pas sûr du tout. Mais au 18 août, ça, c'est une défense, pour moi, de top 10. Hein. Mackenzie, Nicolas Hyssen, Kumbasa, Metali, avec en plus d'autres joueurs comme Messali, Diallo, Haraj et Tapé. Moi, j'y crois. Hein. Je crois à un top 10 largement jouable avec ce type de défense. On a vu des défenses depuis le début de nos focus qui étaient quand même bien moins impressionnantes que celles qu'on peut avoir du côté de Toulouse. Et même avec un peu cette transition avec le nouveau coach. Au milieu de terrain, là c'est pareil, on a des joueurs un peu en devenir, on n'a pas forcément de valeur sûre de joueurs vraiment confirmés, mais Alexis Vossa,
jeune de 18 ans, franchement, c'est intéressant comme milieu de terrain. Caceres, maintenant on le connaît. Alors je sais pas s'il restera parce que lui aussi fin de contrat 2027 et il est bien évalué à 9 millions, donc ça peut peut-être être un joueur qui vient partir, mais joueur intéressant et évidemment qu'on a vu au fur et à mesure lui aussi grandir depuis qu'il est arrivé à Toulouse. Abou Francis, je suis un peu plus partagé sur lui, j'ai pas vu grand chose de lui. Schmidt, c'était intéressant. C'était intéressant du côté du Werder, donc est-ce que ça peut ah oui, non, Schmidt, non, c'est pas du Werder. Non, il a été prêté. Non, voilà, il a été prêté parce que je disais, ça fait un moment qu'il vient du Werder. Non. Sauer, c'est pareil. Là, pour le coup, je le connais pas assez. Donum, par contre, c'est un joueur intéressant, mais c'est pareil, c'est juin 2027, fin de contrat, donc il y a des chances pour que ce genre de joueur-là vienne à partir d'ici la fin de mercato. Et ça, c'est pareil, c'est un joueur en moins. Donc, bien sûr, hein, si on ajoute Caceres, si on compte Metali, si on en rajoute Donum, oui, là, c'est sûr que Toulouse, ça va commencer à devenir difficile à faire le top 10. Mais au 18 août, on est bien obligé de se baser sur ce qu'on a là. Pour l'instant, l'effectif, je vous dis, avec Vossa, Caceres, Schmidt, Donum et Mathis Saka, qui revient lui de près à Rodez, qui était intéressant. C'est pareil, hein, vous avez de la qualité. Il y a quand même de la qualité dans cet effectif. Maintenant, à voir si ça reste là jusqu'à la fin. Et puis devant, pour les attaquants, on a toujours Beau qui est là. C'est pareil, est-ce que Beau va rester? Lui aussi, c'est un énième 2020, fin de contrat juin 2027. Donc vu la valorisation, il y a des chances pour que le gars vienne à partir. Opong, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être une petite sensation pour Toulouse. Maintenant, comme toujours, hein, c'est un gamin de 18 ans qui arrive de Suède. Bon, on va attendre. Hein. On va peut-être pas lui mettre trop de pression, mais ça peut être un joueur peut-être un peu frisson dans cette attaque toulousaine. Hidalgo, on a vu maintenant ce que ça avait donné l'année dernière. Donc là, peut-être qu'avec une saison complète, peut-être que on peut avoir une version plus aboutie d'un Hidalgo, vu que Emerson est parti. Russell Rowe, c'est pareil. On va voir ce que ça va nous donner. Il était arrivé l'hiver dernier. On va voir là cette saison avec un peu plus de temps de jeu ce que ça nous donne. Et Vignolo, pareil, c'était intéressant. On va voir ce que ça va nous donner aussi. Ça peut être un joueur qui peut prendre une épaisseur supplémentaire. Donc il y a quand même de la qualité, mais c'est pareil, on est ramené avec Beau, ça peut partir. Ici Beau part d'ici la fin du mercato, évidemment, ça va toujours la même chose. Remettre notre équipe de Toulouse dans des sphères qui sont plus basses que le top 10. Maintenant, je le dis depuis tout à l'heure, le mercato toulousain, c'est toujours un point d'interrogation. Hormis être un scout, ce que je ne suis pas, tu peux pas vraiment avoir un avis concret sur Toulouse si t'as pas cette donnée-là. Et moi, je le dis, je suis un amateur de foot, on bouffe du foot du matin au soir par ici, mais j'avoue que je suis pas un scout, chacun son domaine. Donc moi, je vais découvrir un peu comme vous tous ce que ça va nous donner par exemple un Opong qui arrive et le reste du recrutement. Mais j'ai tendance à me dire que les dernières saisons, on a été sceptique, moi le premier, et j'ai bouffé mon chapeau et on a vu Toulouse faire des parcours plus que convaincants en progression. Donc pourquoi là cette année? Parce que il y a un changement de coach, on va se dire que c'est mort. Non. Par contre, c'est vrai, il risque d'y avoir certains départs encore dans cet effectif-là qui peuvent vraiment affaiblir Toulouse. Maintenant, qu'on soit clair, que ça soit Rest, que ça soit Metali, que ça soit Gbo, que ça soit Donum, ils vont pas tous partir. Ou alors là, auquel cas, s'ils partent tous, peut-être que là, mon pronostic final pour les Toulousains, il sera peut-être plus bas que ce que je vais vous donner tout à l'heure. Mais certes, ils vont peut-être encore en perdre un ou deux, mais je pense pas qu'ils vont tous les perdre. Par contre, le résultat, c'est que il y a quand même des joueurs qui sont en fin de contrat dans un an. Et s'ils ont toujours pas prolongé, t'as toujours pas solutionné leur cas,
Est-ce que ça prolonge derrière? Je suis pas sûr. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué d'arriver à faire prolonger un joueur quand il est dans sa dernière année de contrat. On le sait tous, il peut avoir la possibilité de partir libre contre prime de signature et tout ce qui va avec. Donc, attention à voir pour ces fameux derniers cas toulousains sur le mercato, mais sur le papier, je suis désolé, on peut pas me dire que Toulouse, voilà, c'est avec l'effectif actuel, c'est pas top 10. C'est dans le top 10. Hein. Alors, pas d'une grande marge, mais pour moi, c'est aux alentours de la 10e place. Schweppes qui nous dit, sur le papier, Toulouse a tout d'un top 15 tranquille, mais moi, par rapport au coach, j'ai du mal à y croire. Toulouse est quand même en fin de cycle, c'est ce qui m'inquiète, sachant que Redbird cherche à se séparer du club depuis un bon moment. Alors oui, ça par contre, tu as raison d'insister dessus. Est-ce que peut-être la fin de cycle, au niveau même de Redbird, qui cherche un peu à se désengager et peut-être à récupérer ses billes, ça, je sais pas. Et est-ce que derrière, ça peut pas entraîner une espèce de fin de cycle un peu difficile? Ça, peut-être. Ça, là, par contre, je peux pas dire le contraire. Il peut peut-être y avoir de ça là-dedans. Et là, auquel cas, si on est vraiment sur une fin de cycle en se disant, bon, on va boucler là cette saison et puis l'année prochaine, nouveau propriétaire et on repart à zéro, là, c'est peut-être plus risqué. Mais, on l'a dit aussi, Redbird, ça fait un moment. Hein. C'est pas que depuis cette saison hein, qu'ils auraient envie de se désengager. Déjà, l'année dernière, il y avait un peu des appels du pied avec si on trouve une offre qui nous convient, on va pas rester à s'accrocher absolument au club. Donc, et c'était ce discours-là qui avait été donné, et Toulouse a terminé 9e. Sa meilleure saison depuis la remontée. Donc, attention à voir. Hein. C'est particulier un petit peu on va dire ce genre de cas pour un club comme Toulouse qui maintenant commence à fréquenter la Ligue 1 de manière un peu régulière. T'as raison, peut-être qu'il y a une fin de cycle dans cette saison. Maintenant, ce qu'on peut voir, là où tu nous parles de doute avec le coach, ça peut s'entendre, hein, parce que si on regarde un peu les matchs amicaux, les matchs amicaux, on a match nul contre Rodez pour débuter la série. On a ensuite victoire contre la Real Sociedad. Alors, la Real Sociedad en plein... pas avec tous ses joueurs, hein, loin de là, mais quand même victoire contre la Real Sociedad. Victoire contre Alain, 1-0. Donc, trois résultats plutôt positifs, même si Toulouse-Rodez, on peut dire que c'est une contre-performance, mais Rodez étant une bonne équipe de Ligue 2, c'est pas si mauvais que ça. Par contre, les 2 derniers matchs, oui, là, il y a problème parce qu'il y a 3-0 contre Elche. Ça fait tâche sur la série de préparation. Et on parle pas forcément d'une équipe qui était expérimentale, hein, parce que c'était Rest dans les buts, Mackenzie, Tapé et Nicolas Hyssen, donc en défense. Diallo, Caceres, Vossa et Amouche, Russell Rowe, Azizi devant et Vignolo. Donc, ok, il y avait c'était pas forcément l'équipe type, mais quand même, ça se prend 3-0 face à Elche et derrière, ça renchaîne par une autre défaite, là contre Hambourg, avec sensiblement la même, alors, pas la même équipe parce que Beau revient. Et on a Hidalgo aussi qui était là, mais pour le reste, la défense, on a Rest, on a Mackenzie, Tapé, Nicolas Hyssen, semble parti pour une défense à 3, notre ami Escou. Donc, comparé au 4-2-3-1 qui est annoncé, donc on verra ce que ça va donner, mais la série de matchs amicaux est pas ultra positive. Ça, par contre, ça c'est une réalité pour nos amis toulousains. C'est pas extrêmement positif et tu peux pas réellement capitaliser dessus parce que je repartage 2 victoires, 2 nuls, 2 victoires, 2 défaites, 1 match nul. Donc on est sur un bilan moyen. Voilà, sur un bilan moyen où tu peux pas véritablement dire que Toulouse est lancé. Maintenant, on va s'arrêter un peu sur le calendrier. Et le calendrier, il n'y a pas forcément que des bons spots, mais il y a quand même des choses positives parce qu'on regarde la première journée, tu reçois Lyon. Alors ok, tu reçois Lyon sur le papier, Lyon 4e de Ligue 1 la saison dernière, équipe qui va rejouer le top 4. N'empêche que là, tu vas jouer Lyon,
quelques jours après le match aller contre Fenerbahçe, qui est tout à l'heure à 20h45, et avant le fameux match retour. Donc, tu peux avoir une équipe lyonnaise, je dis pas démobilisée, mais peut-être que dans la priorité des priorités, vu que c'est un enchaînement avec match tous les 3 jours là, peut-être que le match contre Toulouse, ils sont pas à 100%. Donc, peut-être un spot pour peut-être gratter un point, peut-être dans ce match-là. Derrière, tu joues Brest. Brest, pour moi, je l'ai dit, on en a parlé sur la chaîne. Brest, je les sens souffrir pour la saison. Donc, ok, Francis Leblay, c'est jamais 3 points à prendre parce que l'ambiance, le stade, tout ça, ok. Mais n'empêche que tu vas jouer un Brest qui est, à mes yeux, amoindri. Tu peux aller prendre des points, si ce n'est pas même les 3 points. Derrière, tu reçois Lille. Alors, ok, Lille sur le papier, t'es pas favori, mais tu les reçois au Stadium. Stadium, tu peux peut-être gratter à les accrocher à un point, comme contre Lyon. Derrière, tu vas te déplacer à Lorient. Lorient qui, l'année dernière, termine juste derrière toi à la 10e place, qui a perdu des joueurs importants, comme Pagis, comme Dieng, comme Bamba Dieng, comme Abergel, enfin, pas mal de joueurs importants. Et on ne sait pas véritablement la mayonnaise si elle va prendre avec du jeu. Peut-être, mais c'est pas sûr que Alexandre Dujeu y arrive. Donc, Lorient, c'est une équipe qui est à ta portée. À ta portée. Je dis pas extraordinaire, hein. Je dis pas que tu es complètement au-dessus et que Toulouse va se balader au moustoir. Mais face à Toulouse, Lorient-Toulouse, et c'est valable pour les 2 équipes, tu peux prendre des points. Et dernière des 5 journées, sur les 5 premières, tu reçois le Havre. Copain, tu reçois le Havre, c'est clairement pas une forteresse imprenable que tu vas jouer. Donc, dans ce calendrier, si on voit la version vachement up, tu prends un point contre Toulouse, tu gagnes contre Brest, ça fait 4 points en 2 matchs. Tu fais un match nul contre Lille, tu passes à 5. T'enchaînes avec victoire contre Lorient, victoire contre le Havre, t'es à 11 points. Et là, ta saison, elle est complètement lancée. Les doutes sur Ascou tombent directement et tu peux naviguer sereinement. Maintenant, bien évidemment, c'est la version la plus optimiste possible, avec 2 matchs nuls et 3 victoires pour Toulouse. Peut-être qu'on va avoir 3 défaites et 2 nuls. Donc, évidemment, on en reparlera à ce moment-là. Mais avant le début de saison, j'ai envie de vous dire, les copains, c'est pas déconnant du tout de se dire que Toulouse peut se retrouver avec une dizaine de points après 5 journées quand tu as joué Le Havre à domicile, que tu as rencontré Brest, que tu as rencontré Lorient et que tu joues, ok, 2 équipes européennes comme Lyon et Lille, mais à domicile, ouais, ça va, c'est pas complètement déconnant. Encore une fois, je pense que Toulouse est en capacité de pouvoir réaliser ce genre de performance. Et là, je le dis, si tu viens réaliser ce type de performance, mine de rien, Toulouse, le top 10, tu peux véritablement l'envisager. C'est ça le truc. Donc maintenant, est-ce qu'ils seront en capacité? Ça, c'est la grande question. On va arriver à la fin de notre débat. Moi, je pense que oui. Ça peut encore se taper pour le top 10. Je n'ai pas parlé une demi-seconde, mais pour moi, la qualification européenne, j'y crois pas. Là, pour le coup, il y a trop d'équipes qui sont plus armées que Toulouse sur cette saison de Ligue 1. Donc, non, je vois pas la qualification en Coupe d'Europe, ou alors via la Coupe de France, peut-être. Ils l'ont déjà fait. L'année dernière, ils font demi-finale en sortant, par exemple, l'OM à domicile. Donc, peut-être que Toulouse est en capacité de faire un truc en Coupe de France, mais sur le championnat, non, je les vois pas. Mais par contre, voilà, on va arrêter le suspense un petit peu, hein. On va arriver à notre pronostic. Moi, je les vois 10e. Je les vois 10e, nos copains toulousains. Je les vois 10e. Donc, saison un tout petit peu en retrait par rapport à la saison dernière, où ils avaient fini 9e. Mais je pense que les supporters toulousains, ils valident, hein, une 10e place cette saison. Je répète mon classement: 18e Le Mans, 17e Troyes, 16e Angers, 15e Brest, 14e
14e, Le Havre, 13e, Auxerre, 12e, Nice, 11e, Lorient, 10e, nos copains toulousains. Voilà les copains. Moi, je vois une 10e place pour nos copains toulousains. Dites-nous. Alors, je sais que vous visionnez ces petites vidéos généralement plus en replay que en live. Donc, n'hésitez pas en commentaire à marquer vos impressions. Dites-moi si vous pensez que je vois un peu trop beau nos copains toulousains ou pas. Mais pour moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes inférieures à Toulouse. Et vu qu'on est toujours à chaque fois très sceptique sur eux, bah, j'ai envie de prendre un petit peu le contre-pied. Alors, j'espère que ça va pas me porter malchance, hein, parce que en gros, d'habitude, je leur prédis de la difficulté et ils s'en sortent sans problème. Là, je les sens plus en maîtrise. Et ça se trouve, ça va être l'inverse. Donc, j'ai pas envie d'être le chat noir pour eux. J'avais essayé de mettre, alors c'est pas le maillot de Toulouse, mais c'est le maillot de la Fiorentina aux couleurs de Toulouse pour ce match-là, pour essayer de leur envoyer des bonnes ondes. Donc, voilà. Moi, je pense que Toulouse, c'est vraiment un cran au-dessus de tout un tas d'équipes qui vont jouer le maintien comme Metz, malheureusement ils sont plus pas liés, comme Le Mans, comme Troyes, comme Brest ou comme Angers. Mais c'était Schwab Citron qui nous le disait dans le live tout à l'heure. Il n'y a pas non plus une marge énorme. Donc attention, Toulouse, le début de saison va être super important. Moi, je mise sur une 10e place parce que je pense que Toulouse peut faire un bon début de saison et que j'aime bien le profil du nouvel entraîneur. Un entraîneur audacieux qui veut essayer de jouer offensif, forcément les copains, moi ça va toujours me séduire. J'avoue, je vais vite tomber dans ce cliché-là. Donc voilà, moi je suis positif pour les Toulousains, une 10e place. Maintenant on verra ça sera le terrain qui nous donnera raison ou pas, mais 10e place, une saison plutôt sympa pour vous, copains toulousains. Voilà les copains, moi je vais m'arrêter là. On a fait 40 minutes pour les Toulousains. Je pense que c'est pas mal. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci particulièrement, encore une fois, à Schwab Citron d'avoir été présent pour ce live. N'hésitez pas à consulter le live aussi en replay, qui sera disponible dans quelques minutes, et aussi en podcast. Pareil, je le répète à chaque fois, mais on a besoin de vous. N'hésitez pas, vous commentez, vous likez, vous partagez, mais vous abonnez aussi. Téléchargez les podcasts. Il y a plus de 1650 épisodes. On est présent, des débats tous les jours, du contenu tous les jours. Ça parle foot avec vous tout le temps. Donc allez-y, donnez-nous de la force et envoyez-nous des bonnes ondes. Voilà. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains. Ciao.